onctueuse et toujours désirable. Mesdames mes consoeurs, séduisant et bien membré, messieurs mes confrères, chers académiciens, excellentissimes esprits, joyaux de la patrie, étoiles de la pensée, perles de la française littérature, recevez mon plus chaud bonjour. En vertu de la haute tradition que vous perpétuez avec sagesse, je m'en vais louer à grande bouche celui qui me précéda sur le fauteuil, ayant aujourd'hui le privilège d'accueillir mon cul. Après cette respectueuse corvée, je vous narrerai une belle histoire, la mienne. Oui, j'aime raconter des histoires, et j'aime aussi parler de moi. Je me trouve très intéressant. Je suis la seule chose qui me surprenne encore. Mon esprit est un continent rempli de curiosités merveilleuses et de remarquables étrangetés. Ce n'est pas que je m'aime. Non, 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 pas du tout. Bien au contraire. Je me déteste cordialement. Mais j'aime ma haine de moi. Hommage donc aux morts, ou plutôt à l'immortel, au grand disparu, à Gervais Raptor, à celui qui m'a cédé ce fauteuil encore chaud, fauteuil abandonné qui tend éperdument les bras aux fesses absentes de son maître. Fesses chéries, fesses en allée, fesses montées au ciel, qui contemplez aujourd'hui la face de l'Éternel. Adieu. Gervais Raptor, c'était l'art personnifié. L'art d'être normal, mais sans excès. Oui, dans la normalité, beaucoup ont tendance à en rajouter. Or, en littérature, la normalité consiste à ne pas être trop normal. Il faut se fabriquer une originalité non dérangeante, une singularité modérée, une excentricité courtoise et tempérée. Gervais Raptor, à défaut d'être un bon écrivain, était un excellent météorologue. Il reniflait le lundi le vent du mardi, et quand on le voyait en imperméable, on regrettait d'être sorti sans parapluie. Gervais Raptor, il avait presque du génie dans la science de la contrefaçon. À peine débusquait-il un écrivain inconnu n'imitant personne, qu'il se mettait à l'imiter à plus que veux-tu avec une telle frénésie mimétique que c'est le modèle qui finissait par faire figure d'imitateur. Là est une évidence extraordinaire. Eh bien, Gervais Raptor eut beau faire feu des quatre fers, il n'y accéda jamais. Ses livres sont aussi bien écrits que rapidement oubliés. Ils ont le don de fondre dans la mémoire comme neige au soleil. Gervais Raptor fut tout, mais ne fut rien, sauf académicien. Cependant, à force de le voir singer les souverains auteurs, on le sacra roi des singes. Et dans cette carrière, il fut enfin ce qu'il avait toujours rêvé d'être, inimitable. Gervais Raptor a beaucoup souffert de n'être qu'un pet de lapin. Mais le néant lui va comme un gant. Depuis qu'il est mort, il se porte très bien.
Vimédia sacré fion, voilà une bonne mauvaise chose de faire. Je parle assez fort comme ça, hein? Je veux qu'on m'entende jusqu'au dernier rang. Si vous m'entendez bien, agitez les oreilles. Bon. Revenons-en à moi. Il fut un temps où l'on naissait diable. Eh bien, de nos jours, il faut le devenir. Somme toute, c'est très bien pour le mal. Les diables héréditaires ayant un peu trop tendance à se la couler douce, à s'encrouter dans la routine. Venir au monde m'a beaucoup fatigué. Et je ne suis pas loin de penser, comme les Corses, qu'il faut toute une vie pour se reposer d'être né. Je suis donc né parfaitement humain, sans oreilles pointues ni cornes au front, et loin de me douter que diable je deviendrais. Je suis né dans une grande, plutôt dans une grosse ville du Midi. En tout cas, il ne fait aucun doute que ma ville est mariée à l'extraordinaire. Elle a le culte de l'outrance. Elle adore l'invraisemblable. Elle vénère l'exorbitant. Bon, si j'insiste sur mes origines portuaires, sur mes racines marines, c'est pour me faire pardonner mes petites entorses au bon usage. Je plus que respecte le français. Je l'adore. Mais cette langue ne m'est pas naturelle. J'ai dû la conquérir à la force des ménages, en me confrontant aux subjonctifs les plus griffus, aux grammaires les plus sadiques et aux dictiosaures les plus gênants. Tenez, par exemple, au lycée, je n'ai jamais entendu dire merci beaucoup. On disait merci bon coup ou merci beaucoup. C'est désolant, mais c'est l'exacte vérité. Alors, entre merci beaucoup et l'immortalité académique, eh bien, je vous prie de croire que la route fut longue, longue, et jonchée de mains porc épiques écrasées par mes soins. Je veux parler de ces malheureux critiques qui ont osé se jeter sur ma trajectoire et me mettre des pics dans les pages parce que j'avais utilisé le mot délice au masculin pluriel. Les critiques, des éjaculateurs précoces. Ils critiquent la moindre fausse note du rossignol. Ils sont installés sur leur chaise longue. Ils me regardent traverser sur un fil les chutes du Zambèze et ils critiquent la couleur de mes chaussettes. Je leur montre la plus belle chose au monde et ils me traitent comme un malpropre. Oh. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah! Vous n'avez jamais vu un rossignol traverser les chutes du Zambèze en chaussettes? Hein? Mes métaphores ne vous agréent point? Écoutez, il y a un lieu fait exprès pour empailler les rossignols et leur baver dessus. C'est l'université. Alors allez-y et rachetez-y. Non mais... Maintenant, les critiques sont tous à ma botte. Écrasés ou à ma botte. Ceux qui ont fait courir le bruit que je me prends les pieds dans les conjugaisons et que je fourre dans une même phrase des métaphores qui s'entendent comme chien et chat. D'ailleurs, j'ai l'énorme intention de faire modifier les grammaires.
afin qu'elle justifie toutes mes fautes et soit plus accueillante envers les barbarismes les plus velus, les viols de syntaxe, les verbes à sale gueule, les adjectifs à gros ventre, les subjonctifs déjantés, les futurs farfelus et les passés muscades. Une langue est riche et universelle, non parce qu'elle s'interdit, mais parce qu'elle s'autorise. Je suis donc partisan d'ouvrir les dictionnaires aux vaches espagnoles. Noyer le parlage de nos enfants dans les règles de grand-mère, eh bien c'est dégoûtant. Et ça n'entraînera que grincement de dents et rétrécissement de langue. Et quand les mots ne sortent pas, ce sont les mots qui entrent. Poil au ventre. Si je pratique quelquefois la belle langue, ce n'est pas pour honorer nos lettres, c'est pour en imposer aux humbles, histoire qu'ils ferment leur clapet. Vous parlez clou force-bec, c'est un proverbe limousin. N'est-ce pas d'ailleurs la vocation de l'Académie française, hein? N'êtes-vous pas, ne sommes-nous pas les héritiers des bourgeois gentilshommes du grand siècle, investis par Richelieu de la mission de mettre le peuple à la porte de sa propre langue, hein? Où en étais-je? Ah, oui, les récits d'enfance, ils m'ont toujours assommé. Je vous épargnerai donc la relation de mes jeunes années. Il y a assez d'enfants sur Terre pour en mettre encore dans les livres. Tant que j'y suis, je vais aussi m'offrir le luxe de ne pas parler jupon. Je préfère les histoires sans femme. Je trouve ça beaucoup plus reposant. Le sexe est un calvaire. Les vrais jouisseurs sont ceux qui arrivent à ne plus y penser. L'amour? Quoi, l'amour? Vous trouvez ça bien? Ben, disons que c'est la cerise sur le calvaire. Je me souviens qu'à 5 ans, je voulais être vieux pour avoir une canne pareille à celle de mon grand-père. À 7 ans, j'avais déjà réglé le détail de mes funérailles, le nombre d'enfants de chœur, la disposition des cierges et la longueur de la chausse du curé. Comment ça s'appelle déjà? La soute. Voilà. Merci. Avant d'avoir l'âge de tringler ma nourrice, j'avais déjà lu 12 000 livres. J'étais la terreur des bibliothécaires, le loup blanc des bouquinistes et le fléau des libraires. Car, évidemment, vous pensez bien que je m'abstenais prodigieusement de tout achat. Je dévorais les livres sur place. Et puis, tournant le dos à ce monde vil, j'avais la ferme intention d'accéder à Dieu de mon vivant et de lui serrer la patte. Je voulais monter au ciel en pantoufles, sans sortir de ma chambre, pour ne pas me crotter dans la réalité. Tiens, la merdalité, je vais l'appeler. Ah, bon, j'en vois qui font la moue au son de ce vocable neuf. Eh bien quoi? L'univers, c'est Dieu qui a mal digéré les pruneaux d'Agen. Alors la merdalité, c'est le mot juste, même s'il n'existe pas. Mais, trou Dieu vertubrant, j'aime inventer des mots, moi. Quand ma plume se décapuche, les dictionnaires tremblent. Donc, j'espérais trouver dans le fin fond du dedans un chemin conduisant au très haut. Peut-être un escalier fait d'idées de plus en plus élevées.
Il faut dire que les coups de poing que j'ai reçus à l'école contribuèrent à un tantinet à ma vocation surnaturelle et à mes tentatives de contact avec les intelligences angéliques. Néanmoins, je garde la nostalgie de cette fosse au lion qu'est une cour de récréation. La cruauté qui y règne sous l'œil bienveillant des fonctionnaires de l'éducation s'accompagne d'une troublante sensualité. Eros danse avec Mars. Les luttes corps à corps donnent de doux frissons. La chair fraîche craque délicieusement sous les jeunes dents. Et nulle musique n'est comparable aux cris du petit camarade que l'on est en train d'étrangler. J'ouvre une parenthèse, mais bon, les parenthèses sont encore gratuites. Profitons-en pour informer cette noble assemblée que je suis partisan du rétablissement des verges à l'école. Oui, oui, j'ai en ma possession un rapport confidentiel en provenance du ministère de l'Éducation nationale. Il révèle que le malaise du corps enseignant est dû en grande partie à sa frustration de ne plus pouvoir se payer en nature en fouettant les élèves. Mais oui, on ne peut pas modeler les enfants sans y mettre la main à la pâte. J'affirme qu'il n'y a pas de pédagogie efficace sans érotisme fugace. Mais souvenez-vous de vos leçons de latin, mes lapins. Hein? C'est si excitant une déclinaison quand son derrière est en jeu. D'ailleurs, les enfants adorent voir fustiger d'autres enfants. Ils seraient les premiers à applaudir au retour de la fessée en classe. Cela leur ferait une petite pause récréative et vivifiante. Mais hélas, de nos jours, il règne une telle démagogie que si l'on devait réintroduire les verges à l'école, ce serait pour corriger les enseignants. Fermons la parenthèse. C'est durant ma difficile puberté que se sont développées les bases de ma fameuse misogynie. Prétendue misogynie. Car se gausser des femmes nouvelles, n'est-ce pas rendre hommage à la nature féminine? Les vrais misogynes sont ceux qui les caressent dans le sens des poils. Elles n'imaginent pas la tartufferie des hommes. Ah, ces vieux galants féministes, ces faux dévots du beau sexe, dès qu'ils le peuvent, dans l'obscurité puante de leur vie privée, ils redeviennent les fumiers qu'ils sont en réalité. Des prêts-à-tout pour tirer leur coup. Des dindons lubriques avec une plume de pan dans le derrière. Des âmes rampantes à la remorque de leur queue. Des squales mondains que même le diable méprise. C'est tout dire. Mesdames, mesdames qui m'écoutez de toutes vos jolies oreilles, ne réservez pas le jardin de votre ventre au bas de plafond à ceux qui ont le temps de vous séduire, parce qu'ils n'auscultent pas le ciel, ni ne cherchent la route de la terre promise. Moi, c'est bien ça. Quand une femme ne me regarde pas, elle me tue. Et en plus, elle le sait très bien. Il n'y a pire brutalité que l'indifférence arbitraire d'une femme. Moi, je voulais juste m'endormir pour toujours dans la chaleur d'un ventre féminin. Ce n'est pourtant pas sorcier. Mais elles font toutes comme si c'était impossible. Alors, pour me manger, je suis devenu méchant. C'est bien fait pour elles. Elles veulent propager la guerre. Je veux mourir en elles, pas plus. Où est le problème? Je revendique
le droit au retour dans l'utérus. Retour dans l'utérus. Retour dans l'utérus. Retour dans... Je ne sais plus ce que je disais. Je commence à être fatigué de vos têtes. Jamais on ne me fera aimer l'humanité. Toutes ces armées de bureaucrates et de bureaucratesses acharnées à se ressembler. Ces petites machines anormalisées, complètement détraquées. Ces héros de la consommation. Ces terriens terreux. Ces routiniers fanatisés. Ces gens familiers empaquetés, envoiturés. Ces trompe-la-vie. Ces trottenéants. Non! L'humanité aimée, jamais on ne me fera. Ce serait insulter ceux qui se sont élevés au-dessus de la masse. Ce serait insulter l'âme de l'espèce, c'est-à-dire Dieu. Mais on n'insulte pas un vieillard malade. Oui, oui, c'est au fond du couloir à gauche. Vous connaissez le chemin. Profitez-en, hein. Le jour où vous ne pourrez plus pisser, vous regretterez le temps où vous ne pouviez pas vous retenir. Bon. Je ne suis pas un très bon légiste, mais je crois me rappeler qu'à partir de l'âge de 80 ans, il n'est plus nécessaire de demander l'autorisation d'aller faire pipi. Ben, la vessie a ses raisons que la raison ignore. D'ailleurs, compte tenu de votre état préoccupant, je crois que je vais vous offrir à tous une chaise percée, automobile ou téléguidée. Comme ça, si vous ne pouvez plus aller aux toilettes, ben les toilettes iront à vous. Et les séances du dictionnaire ne seront plus perturbées par les caprices de vos académiques et vénérables vessies. Les choses à dire se bousculent dans ma tête. J'en étais à mon adolescence. J'avais alors 14 ans. L'âge de tous les espoirs et de tous les désespoirs. Je me connaissais peu moi-même, hein. Mais je devinais la chaleur de mon feu. Oh, ô frais adolescents, spirituellement martyrisés, venez, venez à moi. Approchez-vous de celui qui seul vous devine et vous comprend. Asseyez-vous sur mes genoux. Posez vos boucles blondes sur ma poitrine encore fumante des ardeurs du combat. Laissez mes mains, meurtries par la griffure des mots et les dents du dictionnaire, caresser vos hanches libres. Délivrez-vous du bien. Quittez le droit chemin. Mangez vos parents. N'oubliez pas le poivre et la harissa pour faire passer le goût. Sachez que ce qui est tordu aux yeux des adultes est droit aux yeux de la nature. Et n'oubliez pas que le diable est votre seul ami et qu'il ne vous condamnera jamais. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Cela vaut mieux que de prier. Mais ne vous détruisez pas. Cela serait vous rendre complice d'une société destructrice. Saboter ce monde qui a saboté la nature. Mais oh, hey, oh, 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 épargnez ma voiture, hein. Et puis, lisez mes livres. Et puis surtout, ne travaillez pas. Ne travaillez à aucun prix. Car au jour du jugement, on mesurera l'ardeur de votre flamme à l'étendue de votre flemme. C'est durant ma communion solennelle
que le statut d'élu de Dieu me sembla bien modeste, trop facile. Dans l'église sans robe blanche avancée vers l'autel. Amen. Décidément, plonger dans le bien avec les autres, mais ça ne m'intéresse pas. Je suis seul et unique, moi. Se marcher sur les pieds dans le paradis, ah, non merci. Sans compter que le bien est routinier et répétitif. Il ne fait guère appel à l'intelligence et à l'imagination. Tandis que le mal, hein? Impossible d'inventer de nouveaux plaisirs au paradis. Mais on peut toujours inventer de nouveaux supplices en enfer. Tu as déjà tout dit, tout fait. Le diable n'est pas si pousse-toi de là. Il vous laisse de l'initiative. Il donne libre cours à votre créativité. Donner du lait à un enfant qui a faim, c'est ordinaire, c'est banal. Mais inventer les mines antipersonnelles avec le détonateur ultrasensible, les petits ressorts délicats, et l'explosif, amoureusement choisi. On en fait même qui ressemblent à des jouets, pour que les enfants les rarent. Boum! Plus de mains, plus de figure. Alors, Dieu n'a qu'à aller se rhabiller avec les biberons. Le bien, c'est bien simple, ça sent la salle d'attente pour le paradis. Et quel paradis, hein, je ne vous dis pas. Si vous croyez qu'on y fait la jama tous les soirs, eh bien vous vous ferez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Le soir, c'est lecture édifiante et dodo. Et moi, un paradis où je ne ferai pas l'amour 3 fois par jour, ça ne m'intéresse pas. Je préfère le vol des crapauds, le crépuscule éternel et les fracas des volcans de l'enfer. Je pris donc la décision historique de me faire diable. Le chômage ne cessant d'augmenter, c'était une solution pour mon avenir. Jamais je n'avais éprouvé le moindre amour pour Dieu, ce grand assis pétant dans les galaxies. Et puis, le diable me sembla plus propre que Dieu à m'offrir l'immortalité charnelle que je convoitais, à me donner le pouvoir de tuer ce qui me tuait. Plutôt que de mourir de bonne grâce, et puis d'attendre au coin d'un nuage rose une hypothétique résurrection, en jouant à triviale poursuite avec Saint-Glinglin et Mère Teresa, mais je préférais tenter de ne pas mourir du tout. C'est alors que j'eus l'idée de commettre une infamie quelconque, destinée à attirer l'attention des puissances d'en bas. Je me suis mis à écrire, histoire de tirer la barbichette du démon. Je me suis dit que le meilleur moyen de me faire remarquer du diable, c'était le théâtre. Lucifer fréquentait sûrement les planches. Il aimait forcément les actrices. Je torchai donc une pièce si indigeste que je trouvai immédiatement une compagnie pour la jouer et une salle pour la représenter. Ce que je veux tenter de vous dire et de vous faire comprendre, c'est qu'un individu qui tourne volontairement en rond et refuse de voir où il va ne peut apprécier ce qui a un sens. Il sera tenaillé par une grande faim de n'importe quoi. Or, le n'importe quoi, c'est au théâtre qu'il se sent le plus chez lui. Il faut comprendre qu'il y a davantage de gens qui ont peur de comprendre que de gens qui ont envie de comprendre. Et puis, il y a tous ceux qui ont la douloureuse intuition de leur bêtise.
et qui vont au théâtre pour souscrire un bon d'intelligence ou pour épingler une médaille culturelle sur leur uniforme de consommateurs téléguidés. Mais de nos jours, on demande des artisteries qui n'encombrent pas le cerveau, ne lui font pas perdre le temps, trop occupé qu'il est par la gestion de la famille, la gestion de la voiture, l'assurance du chien, la marque des enfants, la tête de la future maison, l'enfer des vacances et la tremblante de grand-maman. Mon petit doigt me dit que certains membres de cette glorieuse compagnie envisagent de s'y mettre au théâtre. Mais pourquoi pas? 80 ans, c'est le bon âge pour les planches. Surtout si elles sont en sapin. Et puis, un vieux quignon de pain frotté d'ail avec de l'huile d'olive, c'est exquis. Alors, un académicien frotté de théâtre, ça peut donner quelque chose de pas mauvais. Sans compter que les actrices ont une certaine dextérité pour remonter les vieux ressorts. Voici donc quelques conseils. Profitez de vos oreilles, vous ne les aurez pas toujours. Si vous êtes avide d'applaudissements, il vous faut une ample provision d'insignifiance plombée et faire preuve de la plus grande vertu d'ormiti. Surtout, ne vous moquez de rien. Soyez sérieux, coûte que coûte. Ayez l'air intelligent, tant et plus, mais surtout, ne rendez pas le spectateur moins bête. À quoi bon se faire des ennemis? Il faut comprendre que le cochon de Payan préfère se parfumer de culture plutôt que de boire l'alcool amer de la vérité. Et il s'agit moins de se faire aimer du public que de culpabiliser le public de ne pas vous aimer. Ma pièce fut longuement applaudie par un public de tête creuse, ravi d'avoir absorbé son dommage à un vide de leur mesure. Les spectateurs se levaient, comblés de néant. Mais ce sont surtout elles que je regardais, mes admiratives spectatrices, leur derrière moelleux, chauffé par le contact avec les fauteuils de théâtre, était chacun une promesse de bonheur. Je ne fus joué qu'une seule fois, mais grâce à mon petit succès d'un soir, que j'évoquais 15 fois par jour, j'acquis un tabouret dans le milieu très fermé du théâtre expérimental. Et là, j'ai appris à jouer l'auteur plutôt que de créer une œuvre, et à travailler mes pauses plutôt que ma prose. C'est aussi dans les salons littéraires que j'ai compris que l'art, le vrai, était une affaire qui ne couvrait pas ses frais, et que les apprentis génies, qui espèrent être récompensés de leurs efforts par l'amour de leurs semblables et de leurs semblablesses, ne sont que des apprentis couillons. Si vous voulez de la dinde à Noël, messieurs les poètes en herbe, devenez dindologues. Lancez-vous dans la dindonnerie ou dans l'élevage de volailles. Mais ne perdez pas votre temps à voltiger en altitude. On ne peut pas avoir le ciel et le reste, la mangeoire pleine et le nectar des dieux. Avant de vous raconter comment Mézig est devenu chef des légions infernales, laissez-moi vous apporter quelques précisions délicieusement superflues. Les journalistes. Les journalistes me demandent souvent si je ne suis pas jaloux de Dieu
et comment nous nous partageons les affaires. Ben, j'en profite chaque fois pour cracher mon meilleur venin sur ce grand pantouflard céleste qui en est réduit à déclencher des catastrophes pour faire tomber en prière des millions de malheureux qui se soucieraient de lui comme d'une guilde si tout allait bien. Plus il pète dans l'océan pour déclencher les raz-de-marée, plus il déquille des villes à coups de météorites, et plus on lui allume des cierges. Hein? C'est dire si les hommes sont cloches. Moi, j'ai toujours été stupéfait que les cris d'un enfant affamé ne fassent pas fondre le soleil et tomber la lune. Mais tout reste prodigieusement tranquille sous les cieux et à Paris. Les hommes politiques ne se départissent pas de leur sérénité. Les gros lards, brasseurs de dollars, confessent en soupirant leur impuissance. Et les hauts responsables de tout affirment calmement que tout va dans le bon sens, que certes, la faim, la misère et l'injustice sont regrettables, mais qu'il faut respecter la liberté de tous. Chacun a le droit de ne pas devenir riche. Dans ces conditions, comment ne pas s'enrôler dans les légions du grand exclu, du bouc surnaturel, de celui qui fut l'ange favori de Dieu, mais qui, considérant avec épouvante la somme des douleurs à venir, osa lever l'étendard contre la Trinité, préféra déchoir plutôt que d'accréditer l'univers, et se jeter dans l'abîme plutôt que de rester vautré devant la télé à la droite de l'Éternel. Et après cela, qui croyez-vous que Monsieur Dieu accuse d'être responsable de tout? Hein? Ah, le plus malin des deux n'est pas celui qu'on pense. Hein? L'homme a peut-être inventé Dieu pour se grandir. Mais Dieu a inventé le diable pour se blanchir. Enfin, au moins, je m'amuse. Dieu rira peut-être le dernier, mais j'aurais ri davantage. Voilà. J'en ai fini avec le barbu. C'est rasoir. Je me suis promis de secouer la poussière de vos bicornes. Et que vois-je? Hein? Vos prunelles s'ensabler dans vos paupières, votre nez baissé pavillon, vos oreilles se craqueler, et votre tête s'incliner. Mais répétez après moi! Arrière, arrière, tentacule de la somnolence! Arrière, arrière, tendance de la somnocule! Où en étais-je? Aidez-moi! La foi, Lénine à trottinette. Mais c'est que je vous parle à la diable, moi. J'improvise. Les mots, je les préfère du jour. Frais sortis de la bouche. Ça y est, vous êtes réveillés. Je vais donc pouvoir vous raconter comment je dû présenter à l'école du mal un curriculum vitae détaillé où figuraient toutes mes mauvaises actions depuis le jour déjà lointain, où, haut comme 3 pommes, j'avais enfoncé une aiguille à tricoter dans le cul de ma grand-tante. Mais mes antécédents criminels furent jugés honorables, présageant un bel avenir. Les cours commencèrent. Le programme était chargé. Cours de théologie démoniaque, de mathématiques transcendantales, d'hypocrisie appliquée, de séduction rapide, de géographie du néant et de singerie théorique et pratique. Nous avions aussi des cours accélérés d'hystérie et de mauvaise foi.
En matière optionnelle, j'avais choisi démoralisation civile et psychologie féminine. Travail considérable. Mais la plongée au fond des grimoires jusqu'aux heures les plus désertes de la nuit ne m'ont jamais effrayé. La seule chose qui m'ait jamais fait peur en ce bas monde, c'est mon esprit. Le sujet de l'épreuve écrite de fin d'année fut « Folie de la raison et raison de la folie ». Et c'est à cette occasion que je formulais pour la première fois la géniale théorie qui a mis la philosophie cul par-dessus tête et poussé tant de gens au suicide. J'y dévoilais le spectacle grandiose d'un monde futur. Un cauchemar marchand. Une planète marquette parcourue par des cerveaux à roulettes. La vérité a sa folie. La raison, sa vérité. Regardez cette humanité mise en coupe réglée au nom du progrès. Regardez ce monde pressé comme un citron. Regardez tous ces néo-humains qui, pour vivre mieux, ne vivent plus. Qui se tuent à la tâche pour se payer des vacances. Qui travaillent comme des bœufs pour nourrir leur voiture parce qu'ils en ont besoin pour aller travailler. Et puis, surtout, regardez-vous dans la glace. Ma dissertation me valut le diplôme de diablotin de première classe avec les félicitations du jury. C'est à ce titre que j'eus l'occasion de rencontrer pour la première fois notre guide bien-aimé, celui que nous appelions familièrement Lulu. C'est dans l'arrière-salle d'un bar tabac enfumé qu'eut lieu notre mémorable rencontre. Il me félicita machinalement, commanda un panaché pour lui et un café pour moi, avant de me demander où il pourrait trouver du mou gratis pour ses chats. Je lui répondis timidement que je n'avais pas de relation dans la boucherie. Attendez, je vais vous faire Lulu. Imaginez un petit vieux, tout gris, tout rabougri. Il avait toujours sur la tête une espèce de couvre-chef, un peu comme celui du monsieur. Vous permettez? Merci. Et puis, il portait en permanence sur le nez, j'ai vu là-bas un monsieur avec des, je sais pas, des lorgnons ou des vésicles. Vous permettez? Merci. Voilà, ça c'est Lulu. Vous n'avez pas de relation dans la boucherie. Il faudra vous en faire, mon jeune ami. Rien de ce qui touche à la viande ne doit vous être étranger. Les diablotins, mais je ne sais plus quoi en faire. Il m'en arrive de partout. L'enfer est plein comme neuf. Je suis obligé de refuser du monde. Donnez-moi votre curriculum vitae. Scorpion. Oh. Sado-anal. Ce complet dans l'autodétestation. Envieux et calculateur,
Vous avez le bon profil du méchant homme, hein? À part une regrettable propension à la colère. Oh, ne faites pas l'étonner, hein? Vous êtes irascible comme un âne rouge. Vous devriez savoir que l'on a proscrit la colère chez nos abeilles. Les temps ont changé, jeune homme. Aujourd'hui, il est plus efficace de propager le mal par la douceur. Le miel fait tout passer. Alors, plus question de balancer les infirmes dans les escaliers ou d'installer des pièges à facteurs dans les boîtes aux lettres, ou encore de me ramener dans un bocal de formol les attributs virils de Monseigneur l'archevêque, qui est un ami, ou encore de vous amuser à enfoncer des chewing-gums dans le derrière des ordinateurs. Les ordinateurs sont de notre côté. Ils accélèrent prodigieusement le désastre. Ah, je sais que vous faites toutes ces bêtises dans une bonne intention, mais elles révèlent un certain manque de sang-froid et d'huilosité. Pour l'instant, le mot d'ordre est de la douceur avant toute chose. Vous devez noyer les âmes fières dans de la guimauve et dissimuler vos lames de rasoir dans le caramel mou de la tolérance universelle. Vous devez transformer le public en un paquet de gélatine face à un tas de navires. Vous devez écraser les grands esprits sous des avalanches de coton. Vous devez noyer le feu sacré de la jeunesse sous un déluge d'eau tiède. Placidité, pondération, langue de velours. Quand la bergerie est ouverte, rien ne sert au loup de hurler. Alors, vous me ferez le plaisir d'augmenter le métrage de votre sourire et d'offrir des fleurs à vos victimes. Vous devez pousser le mépris jusqu'à la gentillesse. Bousculer les autres, c'est espérer encore les changer. Sortir les crocs, c'est encore de l'humanité. C'est du respect, de la prévenance, de la délicatesse. Ne sortez jamais les crocs. Souriez. Le mieux est de rester serein. La sérénité et la mauvaise foi paisible sont les bases de l'art de rendre l'autre fou. En outre, soyez toujours raisonnable. N'oubliez pas que le diable a plus à craindre des fous que des gens sensés, plus à craindre des risques tout que des risques rien. Ce que je redoute le plus, ce sont les exaltés. Le type seul qui barre la route à une colonne de chars. Redoutable, ça. Ingérable, irrationnel, absurde. Comment peut-on risquer sa vie parce qu'on se fait une haute idée de la vie? Hein? Ce n'est pas logique. Ça m'inquiète un peu. Vous pleurez. Vous voyez comme vous êtes sentimental, petit corneau. Hein? Vous voulez faire diable et votre cœur est encore brûlé de tendresse et confituré de pitié. Mais soyez durs comme le métal des turbines de l'enfer. Les êtres humains sont désormais vos proies. Agissez les êtres. Mettez votre touche fatale sur tout ce qui vous entoure. Signez le présent. Le monde est un échiquier. Vous n'êtes pas un pion,
Vous êtes un roi. Et quittez cette terre éplorée d'éplucheurs d'oignons. Mais vous n'avez rien à craindre. Jamais personne ne vous fera jamais un deuxième trou au cul. Et si vous redoutez la mort, dites-vous bien que c'est à vous de lui faire peur. Donnez les cauchemars au néant. Crevez le mur de vide avec la lame empoisonnée de votre langue. J'ai vu que vous aviez fait du théâtre. Pour faire du théâtre avec succès, il vaut mieux ne pas être doué pour ça. Hein. Le problème, c'est que dans le théâtre, j'ai déjà beaucoup de monde. Hein. Tous les diablotins nouvellement promus veulent monter sur les planches ou gribouiller sur un coin de table. Ce genre de répliques absconnes qui vont très loin, mais qui vont toutes seules. Bon, je vous verrai bien dans la publicité. Oh, sauf que c'est pareil. Hein. Les diablotins se disputent au portillon. La télé, n'en parlons pas, c'est déjà une succursale de l'enfer. Ah, je crois que j'ai quelque chose pour vous. Prenez l'air grave et pénétrez de vous-même. Excellent. Excellent. J'ai une place vacante au rayon littérature française. Ça vous dirait? La littérature française? Monsieur Lucifer, sans vouloir me vanter, je crois que je mérite mieux que cela. Mettez-moi dans la haute administration, la finance internationale, les travaux publics. Envoyez-moi chez les Chinois. Donnez-moi une centrale nucléaire. La littérature française, mais c'est déjà cuit. Ça n'intéresse plus personne. C'est au fin fond du supermarché, entre les croquettes pour hamster et le presse-purée. Enfin, je ne pourrai jamais faire aucun dégât avec ça. Hein? S'il vous plaît, Monsieur Lulu, une petite centralette. J'ai déjà du monde dans les centrales nucléaires. La littérature franchouille, la littérature chaise fripure, la littérature française. Mais pourquoi pas l'industrie du bouga, hein? Moi, je veux manger le monde, avoir un harem de 1000 femmes et une Cadillac d'oreille comme le roi Salomon. Je veux le petit déjeuner avec le champagne, les chiottes en marbre, la baignoire au coin du feu et le toboggan pour passer directement du lit dans la piscine. Je veux manger des glaces géantes sous des cocotiers avec la satisfaction du désastre accompli. Et voilà que vous me faites cadeau d'un vieux géouillé. Bon, j'avais procédé à la manière socratique. Oh non, ne craignez rien. Je vais vous laisser parler et vous finirez par convenir de l'intérêt de ma proposition. Supposez que Dieu décide de reprendre du service et de frapper un grand coup. Un dernier grand coup avant la fin des haricots. Mais que ferait-il? Aucune idée. Je suppose qu'il sortirait un prophète de son chapeau. Très bien. Et que ferait ce prophète? Hein? Il irait chasser la bécasse dans le Périgord? Oh ben non. Un prophète, ça cause, ça clame la vérité. Peut-être qu'il passerait à la télé. Ah non, la vérité est trop je ne sais quoi, trop tout pour la télé. Comment
Comment mettre le soleil en boîte? Comment mettre le Saint-Esprit dans une cage à images? Il écrirait peut-être dans la presse pour propager ses idées. Libertas, égalitude, va te faire niquer. Bon, j'admets que si un héros de la vérité avait le culot d'exister, il écrirait peut-être des livres. Il bâtirait une grande théorie. Bon, d'accord, ce genre d'essai ne servirait à rien. Les hommes n'aiment pas la vérité pure. Peut-être qu'ils sentent confusément qu'on ne saurait avoir raison avec la seule raison. Jésus lui-même a troqué la rigueur dépouillée du logos pour la parabole, le récit, l'image. Une bonne histoire fait tout passer. Remarquez que le Christ s'est arrangé pour que ces tribulations composent un roman. Il savait ce qu'il faisait. Et il y a des invraisemblances et des redondances. Les caractères sont un petit peu trop tranchés. Il aurait dû prendre quelques femmes pour apôtres. Il a manqué un bon éditeur pour le conseiller. Mais enfin, l'histoire n'est pas déplaisante. Les hommes adorent les histoires. 400 000 ans à ça raconter de belles le soir au coin du feu. Alors, forcément, dans le cerveau, le pli est pris. Ah oui, je vois où vous voulez en venir. Si le Saint-Esprit n'est pas complètement asthmatique et qu'il lui venait l'idée d'avoir l'idée de souffler quelque part, il ferait de la littérature. Seule la littérature peut sauver le monde. Elle est incontrôlable. Elle franchit allègrement les garde-fous et les lignes rouges. Elle saute les barrières et les palissades sans se soucier des chiens de garde et des professeurs. Elle accepte tout ce qui est humain sans exiger de papier d'identité. Elle s'intéresse à la beauté, elle ne met pas la poésie au piquet. Elle laisse entrer les enfants et les animaux. Elle n'est bridée par rien. L'humour ne lui fait pas peur. Elle franchit les frontières sur la terre et les frontières dans la tête. Elle est le miroir de tout, le terreau des idées nouvelles, l'esprit au mieux de lui-même, la fleur de l'intelligence, l'empire de l'imagination. Elle est l'arsenal où se forgent les épées, où s'aiguisent les flèches contre les légions de l'enfer. La littérature et la vérité vive, voilà pourquoi c'est ma bête noire. Le jour où je constaterai qu'on peut faire tomber la pluie en pissant dans un violon, moi je croirai à l'efficacité de la littérature. Erreur. La littérature exerce sur le monde une influence invisible mais considérable. Elle agit dans la clandestinité. Ce ne sont pas les idéologies qui éclairent les hommes et font changer les choses. Ce sont les images, les situations, les personnages créés par les auteurs. Sans compter que la littérature possède l'arme absolue contre moi, la dérision. Mieux vaut diable mal cornu que diable ridicule. C'est un proverbe de l'enfer. Je veux le monopole de la dérision. Seul le prince du monde peut être autorisé à se moquer du monde. Votre mission sera donc de transformer tout rire en grimace et d'écraser dans l'œuf toute tentative de création, toute aspiration à la liberté, toute ébauche de courage, toute esquisse d'ironie. Je veux des romans après lesquels le verbe ne repousse pas. Des livres qui donnent envie de se taire, qui sentent la calme, la désolation,
l'impuissance et le découragement. Je veux que pour la jeunesse, l'intelligence pue leur enfermer. La littérature est une potiche fêlée, mais elle peut encore contenir du poison. Réduisez-la en poudre. Un cœur brûlé. Il était allé au bout de tout. Il avait fait le tour des choses et il en était revenu. Ma première affectation en tant qu'apprenti diablotin, ce fut Paris! Je me voyais déjà dansant, déculotté dans des sabbats frénétiques, faisant des barbecues d'enfants innocents et sodomisant des vierges au clair de lune. La vie, quoi. Paris! J'y fus accueilli par la pluie. C'était de bon augure. Ça pissotait laborieusement, comme si le vieil éternel avait essayé d'extraire de lui quelques ultimes gouttes de semence pour arroser une prostituée grabataire. À peine sorti de la gare de Lyon, j'aspirais à plein poumon l'air vicié de la ville lumière, qui bientôt m'appartiendrait, car la littérature est l'âme de Paris, et j'allais devenir le ver rongeur de la littérature. Ben, j'avais compris l'infernale logique de mon maître Lucifer. Paris est la ville la plus intelligente du monde. La littérature est le sanctuaire de l'esprit parisien. C'est donc parmi les livres qu'il faut lâcher le serpent. Mais avant toute chose, je devais comprendre l'adversaire, étudier la structure mentale de mes futurs rois. Ah, il m'a paru aussitôt que l'intellectuel parisien, bien qu'ayant plutôt une assez bonne opinion de lui-même, a un faible pour qui ne lui ressemble en rien. Je décidai donc de garder mon air couillon qui allait se révéler le meilleur passe-partout. Ben, le boss avait raison. La mauvaise littérature recèle une vertu crétinisante de premier rang. Elle démoralise à merveille. Elle propage excellemment le dégoût. On dirait une publicité pour le néant. Le verbe creux d'un homme politique, prêt à sourire, c'est attendrissant de platitude. Mais le verbe mort d'un mauvais écrivain, mais ça ne prête à rien. Ça vous plombe le crâne, ça vous éteint les yeux, ça vous édulcore, ça vous dévitalise et vous crépusculise. Et puis, quelque temps après mon arrivée à Paris, je fus embauché dans une certaine maison d'édition, dont je tairai le nom. Mon supérieur hiérarchique ayant constaté mes aptitudes rédactionnelles, me proposa de rédiger les 4e de couverture. Oh, je me jetai avec enthousiasme dans ce travail idiot. Bien entendu, pour ne pas dissiper la bonne impression que j'avais d'eux, je m'abstenais de lire les livres dont je parlais. Dès lors, je connus une ascension fulgurante. Je ne servais à rien, mais tout passait par moi. Je disais des absurdités avec un tel aplomb qu'elles faisaient jurisprudence. J'étais toujours là où se prenaient les décisions, donnant mon petit conseil, faisant mes petites réserves, m'attribuant modestement tel ou tel succès, et rejetant discrètement sur autrui la responsabilité de tel échec. Enfin politique. Je passais l'essentiel, enfin politique, à étendre mon pouvoir, à étendre mon territoire et à me rendre indéboulonnable plutôt qu'à faire du bon travail. Ah, le pouvoir!
je devins un phraseur infatigable, une bouche sur cravate, noyant tout adversaire potentiel dans le pipi tiède de mes propos stériles. Sinueux, mielleusement venimeux, je rampais, millimètre après millimètre, vers la moquette présidentielle, poussant discrètement, centimètre après centimètre, mes adversaires vers le placard, tout en m'agitant beaucoup. Pour donner l'impression du labeur, je consacrais l'essentiel de mon énergie à dénigrer le travail des autres. Je gardais toujours une petite peau de banane en réserve pour chacun. Et je me faisais mousser en suggérant que j'avais des relations au placé. La France, c'est le royaume des casquettes multiples. Je me mis donc à avancer des pions dans tous les milieux. Je m'incrustais chez les gens de pouvoir, prostituant mes oreilles à leurs propos futiles. Je trottinais de cocktail en verre, fin lettré, arraché à ses méditations. Je me composais un personnage d'intellectuel, gastronome, élégant et courtois, sans compromis avec l'imparfait du subjonctif. Et puis, je me mis à côtoyer du beau monde, ce ramassis de gens désabusés qui ne cessent d'abuser de tout. L'enfoncement dans la turpitude est si progressif que beaucoup qui barbotent dans le purin ne sentent même plus l'odeur de la mer. Et puis, les années passèrent. Je pris le ventre et je perdis des cheveux. J'étais membre de plusieurs comités de lecture et de 3 ou 4 jurys littéraires. J'avais une grande rubrique dans un petit journal, en attendant d'avoir une petite rubrique dans un grand journal. Je présidais des machins, je participais à des trucs. J'étais devenu un vrai rat de congrès, un cloporte de colloque. J'étais invité, ou alors je m'invitais à des débats d'idées. On me voyait à toutes les manifestations, contre le sida, contre les accidents de trottinette, contre la polygamie en Ouzbékistan. Je luttais pour le droit des victimes, pour les victimes du droit et pour le droit d'être victime. Je prenais la parole pour que ceux qui n'ont rien à manger aient au moins des papiers. Et j'intervenais aussi bénévolement dans les écoles pour aider les jeunes à trouver leur voie dans un monde si riche en opportunités. Bref, en un mot comme un mille, j'étais devenu un homme moderne, confiant dans l'avenir et souriant au progrès. Quand mes assises furent bien assurées et que j'eus acquis mes titres de noblesse dans la République bananière des lettres, j'entrepris pour de bon mon œuvre de destruction. J'avais remarqué que les lecteurs prennent plus de plaisir à acheter un livre qu'à le lire, et les auteurs plus de plaisir à le publier qu'à l'écrire. Il m'a paru donc judicieux de caresser la paresse des uns et des autres en mettant à l'honneur une littérature de peu de mots et de pas grand-chose, une littérature désincarnée, squelettique. Oui, fini, hein, l'époque honteuse où les grands écrivains étaient vénérés par le peuple comme le Vaudor. Aujourd'hui, on s'adore soi-même. On n'aime plus. On aime se voir aimer. On s'attendrit de sa propre tendresse. On s'applaudit d'applaudir. Chacun devient le matu vu de soi-même. Sourd au son du tonnerre, chacun s'écoute péter avec délectation. Alors, profitant de ma réputation et de mes relations, mobilisant mon réseau de porte-voix et de perroquets, j'inventai la solution finale
de la littérature, le riquiquisme. Dès lors, la clarté devint ma tête de turc. Je partis en croisade contre les points de suspension, les points d'exclamation et les points virgules. Plus aucune concession à la lisibilité. Chacun doit avoir la liberté de ne rien comprendre du tout. Je proposais la suppression des adverbes qui alourdissent notre belle langue et lui ôtent de son élégance naturelle. Je m'insurgeais contre les mots de plus de 3 syllabes qui entachent le génie du français. Les phrases de plus de 10 cm sont pour notre jeunesse une contrainte inadmissible dans notre monde de liberté. Et les épithètes, hein, elles briment la créativité du lecteur. Chaque écrivain doit avoir le devoir de supprimer le maximum de mots de son vocabulaire. La littérature, comme la parisienne, doit savoir s'habiller d'un rien. Vous imaginez le succès que rencontrèrent mes propositions chez les Piscours, les ramollis de la Pointe-Pique, les sinistrés d'imagination et les peines à écrire. Sur ma lancée, j'organisai une police des mots pour épeler le français. Et je fis mettre à l'index des propositions qui sentaient un peu trop le terroir et se prêtaient mal à une traduction en anglais d'aéroport, langue officielle de la bêtise mondialisée. Mes énormités étaient si pachydermiques qu'elles marchèrent comme un troupeau d'éléphants à roulettes. Les théories confusionnistes que je professais avec un aplomb de béton devinrent à la mode. Personne n'y entendait goutte, mais tout le monde s'y retrouvait. Chacun avait de quoi dire. Le roi de Paris, c'était Bibi, mais toujours discret, agissant en coulisses, tirant les ficelles de haut. Le riquiquisme devint le nouvel ordre littéraire. Et tout en éditant des cochonniaiseries écrites à la bas comme je te suce, je menais campagne pour supprimer les cons et les culs, syllabes qui déshonorent notre belle langue. Hélas, là, c'était un peu trop. On me fit comprendre en haut lieu qu'on ne pouvait se passer des cons et qu'on tenait beaucoup au cul. Je n'insistais pas. Mais, messieurs les académiciens, nous introduirons tantôt le mot déconculture dans notre dictionnaire, car tel est mon bon plaisir. Je vous raconte encore qu'un soir, en rentrant chez moi, je trouve 5 ou 6 messieurs devant ma porte. Ils m'attendaient, battant la semelle sur mon paillasson. Le plus vieux d'entre eux prend la parole. Nous nous sommes permis de songer à vous rendre hommage par l'attribution de notre prix littéraire et patati et patata. Je les reconnais. C'est le jury du prix le plus prestigieux du 6e arrondissement et de l'univers. Je leur aboie. D'accord, mais vite, je n'aime pas les cérémonies. Ils me répondent en chœur. Il y a un petit détail à régler. Nous voudrions un objet textuel à couronner. Un petit ouvrage de vous. Oh, quelques mots rapides, avec des pages blanches autour. Et puis quoi encore? Je leur aboie la figure. Vous voulez ma mort, c'est ça? Vous avez vu la tête des écrivains? Toutes les têtes de maniaques dangereux, de poseurs de bombes et de suspects. Et plus ils se fourragent la tête, moins ils sont sortables. Ah, ah, l'écriture! Ce voyage chez les morts! Mais
parvinrent à me convaincre, en me promettant de me présenter leur copine. Dès lors, je me mis à écrire comme tout le monde. Des romans. En 15 jours, 3 heures et 8 minutes, je torchais. Oh, rien, c'est beaucoup dire. Une saga domestique. Mais surtout, un monument de rikikisme. Et puis, par un bel après-midi d'octobre, un coup de portable m'annonça la grande nouvelle. Le Collège infernal suprême m'avait reconnu comme la 157e réincarnation du grand Lucifer. Mon prédécesseur, qui descendait en enfer jouir de pucelles bien méritées, me transmettait la totalité de ses dignités, pouvoirs et autorités, à condition que je m'occupasse de ses chats. On peut s'étonner de mon accession à l'empire du monde, alors que j'avais si peu de relations en enfer. C'est que voyez-vous chez les diables? On grimpe au mérite. Ce n'est pas comme à la télévision ou à l'université. La suite. Que vous en dirais-je que vous le sachiez déjà, puisque vous y participâtes de vos petites pattes? Chers académiciens, je suis vraiment navré de vous avoir fait rater votre goûter. C'était compote aujourd'hui, c'est ça. Mais que voulez-vous? Vos vénérables oreilles ont grandement inspiré ma langue fourchue. Et puis je vous trouve fort sympathique. Je me réjouis de respirer en votre compagnie le peu d'air qui reste. Contrairement à ce que prétendent les ânes, l'homme n'est pas un mauvais cheval. Si l'homme n'était pas foncièrement bon, à quoi diable servirait le diable? Si votre cœur m'appartenait déjà, pourquoi chercherais-je à vous séduire? Où serait ma gloire si l'homme, tombé dans mes filets, tout rôti et grésillant de vice? Non. L'homme est porté au bien. La femme aussi, d'ailleurs. Elle est même meilleure que lui. Sinon, pourquoi lui réserverais-je mes pires assauts? Pourquoi manifesterais-je une telle prédilection pour elle? J'aime le plus ce qui me résiste le plus. Considérée dans son ensemble, l'humanité est plutôt détestable. C'est que la généralisation rabaisse. Seule la littérature, dont vous êtes, chers académiciens, les poussiéreuses, tremblotantes, mais néanmoins vivantes incarnations, seule la littérature résiste encore et toujours. Pour les abandonnés de Dieu, qui n'attendent plus rien des hommes, il ne reste que ma sulfureuse et bien puante personne. Je suis le dernier atout, je suis le dernier joker de ceux qui n'ont plus d'atout. Je suis la dernière station-service avant la désespérance. Je suis le dernier hôtel avant le néant. L'homme est une machine à espérer. Et quand la machine se grille, je suis là. Vous pouvez venir sans réservation. Le parking est gratuit. Longtemps, j'ai attendu qu'on me rende justice. Et puis, un beau jour, je me suis aperçu que la justice, c'était moi. Je pardonne à mes victimes. Le ciel m'est témoin.
Onctueuse et toujours désirable, mesdames mes consoeurs, séduisant et bien membré, messieurs mes confrères, chers académiciens, excellentissimes esprits, joyaux de la patrie, étoiles de la pensée, perles de la française littérature, recevez mon plus chaud bonjour. En vertu de la haute tradition que vous perpétuez avec sagesse, je m'en vais louer à grande bouche celui qui me précéda sur le fauteuil, ayant aujourd'hui le privilège d'accueillir mon cul. Après cette respectueuse corvée, je vous narrerai une belle histoire, la mienne. Oui, j'aime raconter des histoires, et j'aime aussi parler de moi. Je me trouve très intéressant. Je suis la seule chose qui me surprenne encore.